Bonjour tout le monde! Fin de semaine au chalet, un environnement propice pour des longues promenades en forêt, ce que j'ai fait, et quoi de mieux en revenant que de s'installer sur le bord d'un feu avec un, deux ou plusieurs jeux de société. Alors, je vous partage cette semaine mes expériences ludiques avec mon actualité, sans plus tarder. C'est parti! Bonjour tout le monde. Oui, le retour du café cette semaine. Bon, je suis évidemment au chalet, donc j'ai pas avec moi toutes mes belles tasses que vous m'avez offertes ou qui représentent les jeux de société, mais celle-ci est un peu particulière puisque c'est une tasse que j'ai trouvée au fond du lac au courant de l'été, donc j'aime faire des découvertes en apnée, me promener, découvrir des poissons, mais également des artefacts et bon, j'ai retrouvé une tasse que j'ai nettoyée et qui fait partie maintenant de ma collection. Alors, bon café à tous ceux qui font leur petit déjeuner en même temps, puisque, bon, c'est la tradition, chaque samedi matin, je suis présent avec vous. Et cette semaine, ça va être un peu particulier parce que j'ai pas vraiment de réception. J'ai passé la semaine au chalet, mais j'ai quand même eu la chance d'essayer énormément de jeux et c'est ce que je vais vous partager. Alors, commencer peut-être par le podcast. C'était le retour donc de l'autre côté du plateau en compagnie de Martin Lafrenière. Et j'ai présenté, on a refait notre top 10 des jeux de 2021 puisqu'on avait plusieurs jeux qu'on n'avait pas encore joués. Ça nous a permis donc de le faire un peu plus tard, de revisiter ce top 10-là pour vous partager quels sont les meilleurs jeux selon nous en 2021. Et ça a permis d'inclure plein de nouveautés et de faire également bouger les titres qu'on a joués. Donc, très content de l'exercice. Je vous invite à aller écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait. Donc, ça sera disponible dans la description. C'est également la fin de semaine d'Halloween qui arrive. C'est un moment idéal pour sortir peut-être des jeux à thématique d'horreur. Je vais vous revenir cette semaine avec un petit spécial à ce niveau-là. J'ai un abonné qui m'a déjà passé un jeu que j'attendais le temps de l'Halloween pour vous le présenter. Ça arrive. Et pour ceux qui ont remarqué derrière moi, j'ai été TMC. Donc, on fera un petit TMC à la saveur Halloween pour l'occasion. Donc, à la fin de cette présente vidéo. Puisque, bon, c'est un peu particulier qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, si on y va avec les expériences ludiques, comme je vous ai dit, donc essentiellement, j'en ai trois à vous partager. Je vais commencer avec Twilight Inscription, donc fameux jeu ici d'un des plus épiques jeux 4X qui dure des heures et des heures, qui se joue... c'est un gros jeu à déploiement donc dans l'espace. Et on en arrive avec Twilight Inscription, qui est la version Roll and Write, vraiment, du jeu donc de 4X. Alors, j'ai eu la chance de le ramener des scènes. Je sais qu'il est arrivé également en français et dans les différents territoires. Donc, vous allez avoir ça de disponible en boutique. Est-ce que ça vaut la peine? Alors, c'est ce que je vous partage à l'instant. Alors, c'est un jeu... Vraiment l'adaptation, donc format Roll and Write. D'ailleurs, le matériel est quand même assez bien. Donc, magnifiques dés qui sont très gros, qui représentent trois types de ressources. Mais on a des dés de couleurs qu'on va devoir débloquer en cours de partie pour pouvoir les utiliser. Ils ont des ressources plus puissantes, si on veut, sur les dés. On va avoir des factions. Donc, on a jusqu'à 24 factions avec un petit historique de factions et donc des pouvoirs passifs et des pouvoirs qu'on va débloquer sur les personnages. J'en ai 24. On va avoir également une série d'objectifs puisque le jeu va se développer sur 4X, donc on va avoir 4 tableaux de développement et on va avoir une carte d'objectif à chaque partie pour chacun des tableaux et ça j'en ai 3 pour chaque donc on a plusieurs combinaisons de possibles et on a c'est un jeu de 1 à 8 joueurs, donc j'ai 4 plateaux par joueur recto verso. Et d'un côté, c'est tout asymétrique. Donc, on a 9 combinaisons de plateaux possibles qu'on peut également mixer. Donc, ça en fait une rejouabilité assez impressionnante. Donc, chacun des plateaux, comme je dis, ils sont réversibles. Il y a un côté qui est identique pour tout le monde. Si on veut jouer donc de façon
plus équilibrée ou une façon asymétrique pour avoir donc les différents. Donc j'ai un plateau d'industrie, on a un plateau de warfare qui nous permet donc de faire les batailles. On va avoir également un plateau de planètes qui sont nos expansions. Donc on va devoir découvrir des planètes et aller les coloniser, faire de la population. Et un plateau de navigation qui va nous permettre d'aller découvrir ces fameuses planètes. C'est un jeu dans lequel on utilise les dés et un marqueur effaçable pour pouvoir débloquer. Tout ça se déroule sur une série de manches. Donc on a un deck de cartes comme ça qu'on va tourner. Essentiellement, c'est très simple. Ça nous donne des ressources qu'on va utiliser. On va utiliser seulement à chaque tour un seul des 4 plateaux. Mais chacun du monde autour de la table peuvent utiliser des plateaux différents. Et on va comme ça faire des combos pour explorer, préparer nos armées pour l'attaque, parce qu'il va y avoir des cartes qui vont débloquer des attaques contre nos adversaires. On va également avoir des objectifs, des courses à l'objectif, parce qu'on va avoir ici un petit plateau de scoring et qui donc c'est une course. Le premier qui va le réaliser va faire des points plus importants que les autres. On va débloquer également un système de vote, parce qu'on va avoir des événements, on va pouvoir voter et selon si on va avoir voté favorablement ou pas, il va y avoir des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Bref, l'esprit d'un Castrix est vraiment présent. Le nombre de possibilités, si j'additionne donc les 24 personnages, les 9 types de plateaux, les objectifs, ça fait des possibilités qui se calculent presque en millions. Donc, si on veut tout faire les combinaisons possibles, alors ça en fait quand même une rejouabilité très intéressante. Par contre, le gameplay ne sera pas tellement différent d'une partie à l'autre. Ça reste des aménagements de combos différents, mais l'essence du jeu est le même tout au long. C'est un jeu que j'ai apprécié quand même par sa rapidité. C'est pas un jeu qui est très très long et c'est pas un jeu qui est très complexe non plus. Je pense que la complexité qui est marquée sur BGG, qui est de l'ordre de 3.17 sur 5, à mon avis c'est un peu élevé parce que c'est vraiment un jeu qui est très simple. Ça reste une thématique très espace 4X, donc c'est peut-être pas à la portée de tous, mais ça reste un jeu qui, si vous aimez, se joue très très bien. Donc c'est Twilight Inscription. Il y a également un solo, donc on peut jouer à 2 joueurs, on a un bot comme ça qui apparaît, qui va rajouter un 3e joueur, ou en solo, on peut jouer contre l'adversaire qui est ici, qui va essentiellement venir cocher des cases et faire une course à l'objectif contre nous. Le côté négatif, c'est que c'est un bot qui va seulement faire nous nuire un peu dans les objectifs et réduire le nombre de points parce que c'est un score, donc c'est un pointage à atteindre pour le solo. Il n'y a pas vraiment d'adversaire à combattre et ça, c'est peut-être le côté négatif, si on veut, par rapport au mode solo. Déjà, j'ai commencé à penser comment je pouvais faire en sorte que cet automate-là fasse des points parce que c'est pas très compliqué, ça pourrait se faire aisément. Alors, belle expérience de jeu, bien aimé. Je pense que c'est un jeu qui, en tout cas, pour moi, il va rester dans ma collection. Ça reste un jeu apprécié. C'est un roll and write que je vais pouvoir ressortir, qui est vraiment pas compliqué à faire, qui peut sortir sans relire les règles. On fait des combos comme ça et ça se déroule quand même assez vite. J'ai hâte de voir comment ça se joue à plusieurs parce que c'est en simultané. Je pense pas que la partie va nécessairement s'allonger. Donc ça peut être intéressant. Il y a un peu d'interaction parce qu'il y a des cartes qui vont déclencher des attaques, des guerres et c'est contre nos adversaires. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Alors c'était bon pour Twilight Inscription. Content de l'achat si vous aimez la thématique, si vous aimez le jeu de base, je pense que vous ne serez pas déçu. Puis même quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le jeu ne sera pas non plus dépaysé, c'est pas un jeu qui est très complexe. Donc c'était pour Twilight Inscription. Deuxième jeu que j'ai testé, c'est Starship Captain, que j'ai ramené également des scènes et que je suis super content de pouvoir vous présenter. Donc je vais faire une petite alternance de boîtes. Alors, celui-ci, donc, c'est de la compagnie CGE, donc Check Game. C'est un jeu qui est très familial presque, c'est pas un jeu qui est très compliqué. On voit d'ailleurs par les illustrations que c'est un peu la tangente qu'on voulait amener. C'est vraiment un jeu qui est très léger, qui se joue hyper rapidement. 1 heure, c'est fait. On a tout un plateau de jeu qui représente une constellation. On va se promener comme ça, puis on va avoir différents lieux qui vont faire apparaître des objectifs. Donc, on a des différents
événements qui vont apparaître sur le plateau. Donc, c'est un peu de thématique, mais il n'y a pas vraiment de texte, c'est pas narratif. Et là, on va avoir des challenges à faire. Donc, on va devoir envoyer en mission certains types de personnages. Donc, les personnages jaunes, qui est notre équipage, sont le membre de la sécurité. Donc, c'est eux qui vont combattre. Les rouges sont les leaders, les pilotes, et les bleus sont les ingénieurs qui vont faire de la tech et développer des équipements. Donc tout le monde va avoir un petit plateau comme ça qui représente son ISS. Donc vraiment très très beau. Donc je vous montre ça ici. Et c'est là-dessus qu'on va gérer donc notre équipage. Ça, c'est nos jetons d'équipage. Ils vont arriver dans notre room. On a une room dans laquelle ça va être prêt, mais à toutes les fois qu'on va les utiliser, ils vont aller faire des missions et ils vont comme ça aller donc dans le reste du vaisseau. Et à chaque tour, ils vont bloquer pour le prochain tour. Donc, on va tourner comme ça nos différents personnages pour être capable de faire différentes actions. Les actions vont être dictées par le plateau. Donc, le rouge va me permettre de prendre mon petit vaisseau qui est ici, mignon comme tout, et se déplacer sur la map pour aller donc conquérir de nouvelles missions. Également, affronter des pirates. On a des jetons pirates qui seront là. On va pouvoir les combattre. Pour les combattre, bien, ça va me prendre des jetons rouges qui sont notre membre d'équipage de sécurité, qui eux vont pouvoir confronter les pirates. Donc si j'en attrape un, je le prends et je le mets dans mon bateau, dans mon navire ou dans mon vaisseau spatial. Donc on a ici des emplacements pour les mettre. Mais lorsqu'on commence la partie, on va avoir une série de jetons dégâts qui sont présents. Donc c'est des jetons orange comme ça. Et ces jetons-là vont bloquer des espaces autant dans notre vaisseau que dans notre cockpit qu'on a ici. C'est des emplacements pour aller chercher nos cartes, donc nos technologies qu'on va pouvoir débloquer. Alors, il va falloir faire des actions de réparation. Pour ça, ça va prendre notre ingénieur en bleu qui, lui, va réparer, donc enlever des dégâts pour libérer des espaces. Et également, aller chercher, on va avoir un marché comme ça ici, dans lequel on va mettre une série de cartes qui sont des équipements qu'on va pouvoir donc construire. Donc, c'est la façon d'augmenter, si on veut, les capacités, parce qu'à ce moment-là, nos personnages vont pouvoir faire les actions de base, mais également les actions qui vont être dans notre vaisseau avec différents équipements, donc des bras mécanisés, des robots, des laboratoires, des kits de réparation. Donc c'est tous des équipements ou des trucs qu'on va pouvoir débloquer comme ça pour pouvoir améliorer notre interaction avec l'environnement. On va également pouvoir progresser sur différentes chartes. Donc on va avoir ici 3 chartes qui sont représentées donc, par donc la diplomatie, la technologie et les pirates. Donc, parce qu'il y a vraiment des pirates à affronter. Il va y avoir des cartes qui vont être mises sur le dessus de ces pistes-là. C'est une piste pour faire des points, mais également pour débloquer différents objectifs. Donc, on va avoir cette course-là qui va s'installer avec les pistes. Ça, c'est quand on va faire les missions qu'on va pouvoir progresser sur ces pistes-là. Et l'aspect fort intéressant, c'est que on a donc des cadets. Les cadets ne servent absolument à rien, sauf prendre de l'espace dans le vaisseau. On peut les envoyer en mission, ça leur permet de compléter la mission, mais ils ne pourront pas débloquer des bonus parce qu'ils n'ont pas de couleur. Et pour ça, il va falloir les faire graduer. Pour ça, on va, durant le jeu, accumuler des jetons comme ça ici, qui sont des jetons donc des médailles. On peut prendre un des cadets et l'entraîner pour le changer contre un autre, soit en ingénierie, soit en sécurité ou soit en pilote. Ça, c'est plutôt un jeton. Et si on en prend 3, à l'inverse, on va faire la promotion. On prend un des marqueurs qui seront sur le bas, on va glisser ça sur notre personnage et notre personnage devient donc un grade supérieur, et à ce moment-là, il va pouvoir doubler les actions qu'il va faire. Soit 2 différentes ou 2 fois la même action. Alors c'est la façon donc d'avoir un équipage de plus en plus performant. Alors c'est vraiment un jeu d'optimisation, un peu de programmation. On va se déplacer, on va interagir avec le plateau. C'est très très restreint comme espace. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect de bloquer, parce que bon, on va avoir des petits jetons comme ça qui sont numérotés de 1 à 5. À chaque fois qu'on va faire une mission, on va comme enlever une carte et on va en débloquer une ailleurs. Et ça va faire que le plateau va tourner. Ça sera pas tout le temps. On n'aura pas le choix de se déplacer parce qu'il y a des endroits qui n'aura plus de mission. Et quand les 5 sont pris, on fait apparaître une série de nouveaux pirates qui va apparaître.
Donc ça se déroule très rapidement. C'est 4 tours de jeu. À chaque tour, on va avoir des bonus qui vont se débloquer. Bref, c'est très simple, très familial, mais gamer aussi va trouver quand même son compte. Mais pensez pas d'avoir un jeu de la complexité de ISS Vanguard ou d'un Voidfall qui s'en vient. C'est vraiment beaucoup plus léger. La thématique exploration est là, spatiale, mais ça reste un jeu qui est le plus thématique, très thématique, mais le plus familial des jeux que j'ai testés au cours de la semaine. Ça en fait pas un mauvais jeu pour autant, parce que moi j'aime avoir maintenant des jeux qui sont simples d'approche. Encore là, on a un petit bot pour le jouer en solo. Donc, on a un deck de cartes comme ça qui vont faire débloquer des actions. À chaque tour, on va avoir ce qu'on appelle un Shadow Captain qui va se promener sur le plateau, qui va nous voler des objectifs, faire différentes missions. Nous, on va avoir également un passager. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à chaque tour, on va pouvoir, pas à chaque tour, mais à chaque partie, on pourra choisir un nouveau passager qui va modifier notre façon de jouer, qui va également débloquer des cartes spéciales qu'on pourra aller chercher. Ça, c'est intéressant. Par contre, encore là, dans les deux cas, c'est des jeux qui vont seulement en solo utiliser un système de pointage. Encore là, moi, je l'ai modifié pour le jouer contre un bot qui fait des points. Ça fonctionne. Donc, je vais vous faire, donc, dans les deux cas, une vidéo de présentation du jeu proprement dit. Mais si à ce moment-là, je pourrais vous montrer comment je le joue avec ma variante solo pour pouvoir avoir du pointage, parce que je pense que c'est ce qui manquait. Finalement, Zoo Tycoon que j'ai présenté sur la chaîne cette semaine, donc vous avez vu ça passer. C'est probablement le plus complexe des 3 jeux que j'ai joué cette semaine. On se doit de réfléchir parce que bon, la thématique elle semble très familiale, mais finalement, au total, ça reste un jeu qui est assez engageant. Donc, on va avoir un plateau pour construire notre zoo. On va aller faire du placement de tuiles qu'on va aller débloquer. On va devoir gérer l'argent. On va avoir un système de marché qui va changer à chaque tour pour nos magnifiques meeples. Ça, c'est l'aspect très intéressant. Donc, des meeples en forme de différents animaux. Et donc, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est au-dessus de 250 meeples. Bref, c'est beaucoup de composantes. C'est un jeu qui est très engageant, qui se dure quand même. Son côté peut-être négatif, c'est un 6 tours, mais il y a un tour au début de préparation, un tour à la fin pour le pointage. C'est un peu long. Attendez-vous à des parties minimum de 2 heures. Alors, mais ça passe quand même rapidement. C'est pas quelque chose qui est lourd. Mais il faut réfléchir parce que ce qui est le plus difficile dans le jeu, c'est le contrôle de naissance. Parce que dès qu'on a créé des couples, chaque année, au printemps, ils vont s'accoupler. Et là, on va avoir un système. Plus ils vont être heureux dans leur enclos et plus ils ont de chance de faire de la procréation avec des bébés. On a un sac dans lequel on va piocher et ça, ces bébés-là, il va falloir aller les porter. Donc, essayer d'aller les replacer dans d'autres zoos parce que si on est pris avec, il faut agrandir le zoo et le gérer. Et si gérer, ça fait des dépenses supplémentaires. Ça devient très complexe. C'est pour ça que je dis qu'il est très, très engageant comme jeu. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Encore là, j'ai travaillé sur une variante solo parce qu'il n'y en avait pas dans la campagne. Je l'ai envoyé aux auteurs pas plus tard que ce matin. Et j'espère que je vais être capable de vous le présenter d'ici la campagne. Mais sachez qu'il existe. J'ai fait déjà une variante solo pour le jouer qui se joue contre un adversaire avec des points dans ce cas-là. Donc, ça c'est intéressant. Alors, j'invite à aller plus de détails, peut-être aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet. Mais content de voir que c'est une belle adaptation d'un jeu vidéo qui est quand même assez connu, assez apprécié. Il me reste celui-ci à tester que j'ai amené pour le week-end, donc c'est Astra. Encore là, dans ce cas-là, c'est un jeu de Mind Clash Game qui est plus grand public et qui est un autre type de roll and write, un peu comme Inscription. Mais il n'y a pas de solo encore dans lui, donc c'est ça, je voulais voir s'il y avait la possibilité d'adapter ça pour en faire un solo, ça serait quand même apprécié. Peut-être une petite parenthèse par rapport aux campagnes Kickstarter et GameFund qui sont présentes parce que il y a énormément de reprints présentement de jeux qui est assez intéressant. Donc, Cthulhu Dead May Die qui revient avec une nouvelle extension, mais également un reprint qui est probablement le meilleur de Siemens dans ce type de jeu-là. J'ai grandement apprécié donc mon expérience du jeu. Ça serait peut-être intéressant que je sorte ça avec Stéphane. On a également Wonderland War qui arrive avec une extension. Celui-là, je ne l'ai pas, mais dans le podcast, je vous en ai parlé que c'est un jeu
qui est grandement apprécié avec son asymétrie puis son système de push-your luck, back building qui m'intéresse. Donc, je vais peut-être essayer de tester ça au LAL qui s'en vient. Il y a la suite de King Dilemma qui arrive avec Queen Dilemma, qui est donc peut-être une refonte qui va peut-être corriger les petits problèmes du premier. Celui-là, il m'intéresse également. J'ai hâte de voir si ça va arriver en français. Eden Leader qui arrive avec une extension. Lui aussi, c'est un jeu que j'apprécie, qui sort très facilement, qui est facile d'accès. Pas certain qu'il a nécessité une extension, mais si vous ne l'avez pas, c'est peut-être intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus. Oathsworn, Into the Deep Wood, j'ai été surpris de voir la rapidité à laquelle il est sorti en reprint. On vient de recevoir le jeu et immédiatement ils s'en vont sur une campagne qui fonctionne bien. C'est sûr qu'il y a une bonne cote de popularité, peut-être que c'est ce qui fait la différence. Et j'ai mon ami Benoît qui est venu me l'emprunter, donc c'est dans ses mains présentement. Il a commencé la campagne et il a été surpris, je pense, par le jeu. Il a grandement apprécié sa première expérience, alors je vais suivre l'évolution de sa campagne avec lui, voir comment ça va. Et qui sait, je vais peut-être avoir l'exclusivité d'avoir des figurines peintes, parce que Benoît, c'est un peintre hors pair. Donc quand j'aurai ça, je vous le montrerai lorsque les figurines arriveront. Et je sais que les figurines sont vraiment magnifiques dans cette boîte-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Canva qui arrive avec une dernière extension et un reprint. Il y a Destinies que mon ami Steve a présenté, donc qui viennent d'arriver avec une nouvelle extension qui s'appelle Wishwood, qui parle donc de sorcières, de fantasy. C'est idéal pour la thématique Halloween qui est là. Et ce qu'il me disait Steve, c'est que peut-être qu'ils ont commencé à balancer un petit peu la présence de l'application dans le jeu versus le gameplay, donc je pense qu'ils commencent à trouver le sweet spot, comme on dit, pour balancer les deux dans l'expérience. Donc j'ai bien hâte de tester ça. Alors c'est à suivre sur GameFound présentement. Et bien sûr Trickshot qui est présent, et avec un sondage. Qui sait, on va peut-être les contacter pour la suite. Alors, ça complète ma brève présentation de mon expérience cette semaine. Je parlais de GameFound Kickstarter. Ça serait peut-être le fun que je revienne de temps en temps faire une vidéo le dimanche pour alterner avec Rodolphe. Qui sait, je vais peut-être me laisser tenter au jeu. Et si vous êtes prêts, on y va avec le TTMC. Donc, ceux qui sont prêts. Puisque je vous invite à aller prendre un crayon, un papier et vous pouvez jouer donc compétitif avec le monde autour de vous, ou coopératif si vous voulez vous réunir pour avoir le meilleur score. Et on y va avec une thématique un peu Halloween, mais c'est grand public quand même. Alors, tu te mets combien en Stephen King? Donc, on connaît très bien le personnage et on voit que ça fit bien avec la thématique. Alors, j'y vais. Donc, des questions de 1 à 10. Première question vaut 1 point, la 10e 10 points. Vous prenez en note les réponses, je vais les relire après ça les questions pour vous donner les réponses et vous corrigez en commentaire à la vidéo. Vous me dites votre pointage tout simplement pour le plaisir. Alors on passe ça à l'instant avec tu te mets combien en Stephen King. Alors première question, oui ou non, sait-il écrire? Difficile question. En 2 pour 2 points, donne son genre de prédilection. Je donne des choix. Fantastique, érotique, footballistique et polémique. Alors, vous avez le choix. Donc, fantastique, érotique, footballistique, je ne sais même pas ce que ça veut dire, et poétique. Donc, c'est les choix. Vous me donnez une de ces 4 choix-là. Donc, il y a 4 choix dans le cas présent. En 3 pour 3 points. Donc, dans le roman Ça, C''A, le méchant est-il un robot, un milliardaire russe ou un clown? Donc, on cherche le méchant du roman Ça, C''A, un robot, un milliardaire russe ou un clown. En 4 pour 4 points, en quelle année est paru le premier roman de Stephen King? Et là, je vous donne un plus ou moins 5 ans. Donc, je cherche la date. La date de l'année de la première parution du premier roman de Stephen King à plus ou moins 5 ans pour 4 points. En 5, lequel de ces livres a été adapté au cinéma par Stanley Kubrick en 1980? Ça vous donne une idée pour la question précédente. Alors, lequel de ces livres a été adapté au cinéma par
Stanley Kubrick en 1980. On cherche le nom du livre, donc c'est pour 5 points. En 6, dans quel État américain a eu l'action de la majorité de ses romans? Donc la plupart de ses romans se déroulent dans un... c'est aux États-Unis la plupart du temps, ou presque tout le temps. Et souvent, c'est dans le même État, et on cherche le nom de cet État américain-là. Donc, pour la majorité de ses livres, pour 6 points. Ensuite, pour 7, qui est l'auteur littéraire l'ayant le plus influencé? Donc, on cherche son influence littéraire. Donc, qui est l'auteur littéraire l'ayant le plus influencé? C'est pour 7 points. En 8, de quelle équipe sportive américaine est-il fan depuis 1967? Donc, il est fan d'une équipe américaine d'un sport particulier. On cherche donc le nom de l'équipe. C'est pour 8 points. En 9, quel est le titre de son second roman publié sous le nom de Richard Bachman? Donc, il y a eu un pseudonyme pour son deuxième roman avec Richard Bachman. On cherche le nom de ce titre de livre-là. Et en 10, pour 10 points, pour quel candidat à la présidentielle américaine a-t-il voté en 1984? Bonne chance. Pour 10 points, donc le nom du candidat en 1984 pour lequel il a voté. Alors, c'est le temps de vous donner les réponses. Si vous n'êtes pas prêt, vous faites une petite pause, vous prenez le temps de répondre, vous repartez ça et on y va avec les fameuses réponses. Je vais vous donner mon score parce que je pense que je suis pas pire. Alors, en 1, c'est-il écrire? La réponse est évidemment oui, pour 1 point. En 2, donne son titre, son genre de littérature de prédilection. C'est bien sûr le fantastique, pour 2 points. Et non pas l'érotique. En 3, dans le roman Ça, donc le méchant est-il un robot, un milliardaire russe ou un clown? C'est évidemment un clown, très angoissant. En 4, en quelle année est paru le premier roman de Stephen King à plus ou moins 5 ans? Et c'est 1974. J'avais dit 1975, donc j'étais correct. Donc, proposition entre 1969 et 1979 est acceptée. En 5, lequel des livres de Stephen King a été adapté au cinéma en 1980 par Stanley Kubrick? Et c'est Shining, l'excellent Shining. Ensuite, en 6, dans quel État américain a eu lieu la majorité des actions de ces livres? Et c'est le Maine, c'est effectivement le Maine. Ça encore, c'était bon de mon côté. Qui est l'auteur littéraire l'ayant le plus influencé? Et là, j'ai faux. La réponse est Richard Matheson. Je connais pas. Richard Matheson. Alors, je pensais que c'était plus la vieille littérature à la Lovecraft ou quelque chose comme ça. Donc, en 8, de quelle équipe sportive est-il fan depuis 1967? Et ça, je l'ai eu. Donc, l'équipe de baseball, les Red Sox de Boston. En 9, quel est le titre de son second roman publié sous le nom de Richard Bachman? C'est Marche ou crève. Ça, je ne l'ai pas eu. Et pour quel candidat à la présidentielle américaine a-t-il voté en 1984? Ça non plus, je ne l'ai pas eu. C'est Gary Hart. Je ne savais même pas que c'était présenté. Alors, voilà, c'est donc la fin de mon TTMC de la semaine. Donc, tu te mets combien en Stephen King? Je vais être content de savoir quel est votre pointage à vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, à me laisser savoir donc lequel des 3 jeux que je vous ai présentés qui vous fait le plus vibrer, lequel vous aimeriez essayer ou que vous avez peut-être essayé et que vous voulez avoir peut-être partagé votre expérience ludique. Ça serait intéressant. Puis, moi, je profite de mes variantes solo et j'attaque Extra pour le reste du week-end. Donc, j'attends de vous lire, savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que sera votre week-end ludique de votre côté. Sur ce, on se dit bonne fin de semaine à tous. Puis, on se revoit très très bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde! À la prochaine!